Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que depuis 2 ans, il est là, sa famille est au complète, les ministres aussi sont là. Donc cela veut dire qu'ils ont le soutien du Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pourquoi moi je rends grâce. Je rends grâce à Dieu parce que personne n'a entendu que quelqu'un est décédé dans le gouvernement du président Talon. Donc pour moi, il a la bénédiction de Dieu. Mais ce que je sais, les 2 ans du président Talon n'est pas mauvais. N'est pas mauvais dans la mesure où nous avons vu ce qui se passe dans le pays. Et on peut dire que Cotonou est en chantier. Je suis à Cotonou, je vis à Cotonou, je ne peux pas apprécier les autres villes. Mais pour moi, Cotonou est en chantier. Cotonou est en chantier, il faut voir comment le gouvernement est en train de fournir des efforts afin que nous vivons correctement et pendant la pluie, les gens ne peuvent plus rester dans leur maison. Je crois que peu à peu, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Mais il faut le dire, on parle du social. Le social, les gens doivent comprendre quelque chose. Ce que moi je sais, nous avons, avant l'arrivée du président Talon, nous avons notre manière de vivre. Et ce n'est plus les mêmes choses. Et comme on est en train de parler de 2 ans, moi j'ai constaté qu'il y a moins de chômeurs. Je dis moins de chômeurs parce que moi qui suis ici, je suis le président, directeur général d'une société de gardiennage. Mais avant, les gens promenaient pour dire « je veux travailler avec vous ». Mais depuis 2 ans, nous avons constaté que les gens ne viennent plus. Chercher un agent de sécurité à recruter, vraiment c'est la peine. Cela veut dire que quelque chose est en train de changer dans le pays. Mais il faut voir aussi, moi c'est mon exemple personnel. Les gens ne peuvent pas être d'accord avec moi. Ça c'est personnel, c'est ce que je constate. Il y a moins de chômeurs, ça il faut le dire. Mais si on va à Glodjigbe, notre zone industrielle, c'est encore un autre problème qui est là. Ce que j'ai appris d'ici la fin d'année, il y aura plus de 100 000 emplois. Et tout ça, là, c'est un acquis du président Talon. Donc, pour moi, ça va très bien. Moi, j'ai constaté que même si c'est 1%, 2%, les gens ont constaté cela sur leur salaire. C'est déjà quelque chose. La charité de la vie, pour nous ici, c'est encore mieux. Hein. Moi, j'ai des enfants en Europe, j'ai des enfants en Afrique. Mais ce qui se passe chez nous au Bénin, c'est encore mieux. Moi, j'ai été à Abidjan, mais j'ai demandé à payer un plat de riz à 1 000 francs, mais les gens m'ont dit que c'est 2 000. 2 000, 1 500. Or, avec 500 francs ici, moi, je peux trouver satisfaisant. Donc, la charité de la vie, oui, ça existe. Mais pour nous, c'est encore mieux. Je demande au chef de l'État de continuer à faire ce qu'il est en train de faire, de ne pas écouter ce que les gens racontent. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est après son départ que les gens ont compris que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Donc, il n'a qu'à continuer comme ça. Nous, tout ce que nous, on demande, que le Seigneur le guide.
23 mai 2021, 23 mai 2023. Pour certains, ils diront ça va être 2 ans de la prise du pouvoir pour son second quinquennat du président de la République. Moi, je dirais plutôt que la date du 23 mai représente ce qu'il y a eu au niveau de notre constitution, à savoir la révision opportuniste, notamment de la constitution de 1990, et qui a amené tous ceux qui ont dit 5 ans, c'est 5 ans en prison, comme la ministre Léga Madougou, le professeur Joël Alivon. Pour moi, 23 mai 2023 ne fait pas 2 ans que le chef d'État parti notamment au pouvoir. Ça montre plutôt tout ce qu'il y a eu contre notre constitution, parce que le président de la République finissait 2 premiers mandats à la première législature, devait prendre service le 6 avril si les élections avaient vraiment eu lieu. Donc et aussi, si la constitution qui a été révisée notamment la révision avait été faite dans un consensus où toutes les parties étaient prises en compte. Sinon, aujourd'hui, 23 mai 2023, ça fait 2 ans, plus 1 mois et demi, où le gouvernement de la rupture a continué par gérer notre pays pour une partie des Béninois. Depuis avril, mai 2021, tout est resté pratiquement statu quo. Pendant 2 ans, rien n'a été pratiquement fait. Les routes, tous les chantiers qui étaient mis en œuvre avant 2021 sont restés, comme les marchés, tous ces chantiers ont été bloqués. Rien ne marche, rien n'évolue. Les producteurs, pour un régime, on dit maintenant 5 ans de hautement social. On voit, c'est maintenant que ça devient pire pour les producteurs, à savoir les producteurs de soja en particulier, et ceux du coton qui végètent dans une misère qui ne dit pas son nom. Le hautement social est plutôt, je dirais plutôt un hautement de pauvreté. Pas parce qu'il vient de la partie septentrionale, parce que pas plus tard qu'hier, vers la zone de Lalo, des tranchées ont été encore tracées pour empêcher les producteurs de cette zone du Koufo à peut-être qu'on soupçonne peut-être d'évacuer leurs produits vers le Togo voisin qui offre de meilleurs prix. Mais pour ces 3 dernières années qui restent au chef d'État, je vais souhaiter qu'il applique ce qu'il a dit. C'est-à-dire pouvoir quitter le pouvoir en 2026 en triomphe par la grande porte. J'aimerais quand même qu'il réfléchisse, qu'il se dise il est temps que je mette les actions en œuvre pour me permettre de quitter le pouvoir en 2026 en triomphe. Donc c'est ce que j'attends de lui et c'est lui seul qui a la magie pour pouvoir le faire. S'il le veut, il peut le faire. D'abord, je voudrais qu'on se ramène en prêtant serment le 23 mai 2021. Le chef de l'État a fait des promesses, et notamment en dehors du hautement social qui a été très proclamé et repris par tout le monde. Et le chef de l'État a promis renforcer l'unité nationale, et améliorer et reconstruire notre cadre de vie, et surtout reconstruire également l'école béninoise, améliorer également les conditions de santé. Et voilà, quand je prends ces aspects mis bout à bout, nous pouvons dire que 2 ans après, que même si on peut dire que des chantiers sont en cours sur ces différentes promesses, on peut dire que le Béninois lambda ne voit rien encore de concret réalisé à ce niveau. Voyez-vous, quand je prends par exemple le renforcement de l'unité nationale, nous savons que les détenus politiques que nous avons encore dans nos prisons, les exilés qui ne sont pas encore là, quelles que soient
les mobiles justifiés ou non qui peuvent être, justifier les raisons de cet état de choses. Il est important que nous puissions trouver un créneau, et toute la classe politique n'a de cesse de le répéter, qu'on trouve des manières pour pouvoir libérer ces prisonniers, faire entrer ceux qui sont encore dehors pour consolider l'unité, consolider la paix. Sur ce chantier, on n'a pas encore sensiblement évolué. Quand nous parlons surtout reconstruire l'école béninoise, difficilement nous avons la situation des AME qui perdurent. De petites choses, je vais dire, ont été faites à leur endroit, même beaucoup reste à faire. Et sur le plan de la santé, les Béninois ont encore des difficultés d'aller se soigner. Vous avez vu parfois des bonnes dames qui accouchent, qui sont séquestrées dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas, des indigents qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'accouchement, sont emprisonnés dans les hôpitaux. Nous, au niveau du mouvement populaire de libération, nous pensons que beaucoup reste à faire et que 2 ans ne nous ont pas permis de voir le hautement social, encore moins les nombreuses promesses tenues à l'entame du second quinquennat du président Patrice Talon. Oui, on ne peut pas occulter, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il a promis et reconstruit et amélioré notre cadre de vie. On a vu beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées. C'est important. Et on a vu des infrastructures réalisées par-ci, par-là. Mais au même moment, on n'a pas besoin d'un microscope pour voir que la misère continue de s'étendre et que nos populations continuent de souffrir sous le poids d'une pauvreté. Et les jeunes, surtout le chômage des jeunes, continue d'être une gangrène à laquelle nous n'avons pas encore trouvé solution. Et justement, c'est à ce niveau que nous, au Mouvement populaire de libération, on espérait que après 5 ans, le premier quinquennat passé sous le signe de réforme, on nous a parlé de réforme. On espérait que dans ce second quinquennat, 2 ans après, on devait déjà commencer par voir le fruit de ces réformes, surtout au niveau de l'école béninoise, où il est indispensable que l'éducation soit réorientée en termes d'adéquation, formation, emploi, pour que les jeunes qui sont formés à grands frais par l'État, par les parents, puissent, à la fin de leur cursus, trouver quand même affaire dans le pays. Et c'est ce qui justifie tous les autres mots aujourd'hui que nous avons. On parle de cybercriminels, on parle de ceci. Il y a trop de jeunes sans emploi, trop de jeunes désœuvrés qui est sur les smartphones, sur les groupes WhatsApp à longueur de journée. Et les conséquences, c'est ces fléaux que nous observons aujourd'hui. Il est important que une pause soit observée. J'entends dire ces derniers jours qu'il y aura, je crois, des assises pour parler de la situation démographique. Il est nécessaire aussi de s'asseoir pour parler de la question du chômage des jeunes, de l'emploi et du chômage des jeunes. C'est ce qui mine, c'est le plus crucial des maux qui mine le pays en ce moment et qui est à l'origine de tous les autres problèmes que nous avons. Il faudrait que, non seulement les jeunes qui sont formés, qui sont sans emploi, qu'on puisse trouver des solutions à leurs préoccupations, à cette situation, au même moment, améliorer également les conditions de vie des travailleurs. Tous ceux qui travaillent n'arrivent pas à vivre des fruits de leur travail. Ça, c'est presque dans tous les secteurs. Il faudrait que, en dépit de toutes les réformes, de tout ce que le gouvernement a fait, qu'on puisse également regarder de très près ce qui se passe, surtout dans le secteur privé, et même également au niveau du secteur public, que les travailleurs puissent améliorer leurs conditions de vie réellement pour que les travailleurs aient un pouvoir d'achat conséquent en face de l'inflation que tout le monde connaît et vit dans le pays. C'est des choses que nous lançons un appel pressant
au gouvernement et à son chef pour que, en toute urgence, on puisse s'asseoir pour régler ces questions-là, pour améliorer les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. C'est lui qui a un programme, un agenda. Et oui, en termes de propositions, nous en avons beaucoup fait et on souhaite d'ailleurs d'ici à là le rencontrer pour échanger avec lui sur certains aspects. Les plus importants pour nous, c'est la question de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et également de la formation. Et on entend dire beaucoup de choses, des structures qui travaillent pour aider les jeunes en quête d'emploi. Mais, in fine, peu de choses concrètes sont visibles. Il reste encore que de nombreux jeunes qui sortent de nos centres de formation chaque année sont sans emploi et sont encore à la charge des parents ou carrément... C'est un fléau qu'on ne peut pas admettre dans un pays pauvre, que de la main-d'œuvre des gens valides qui sont en capacité de travailler, qu'ils soient désœuvrés, que l'État ne puisse pas trouver le moyen de les mettre au travail au même moment où on a une agriculture presque encore à l'étape primaire, au moment où on a besoin de produits dans tous les sens pour être compétitif, au moment où on doit promouvoir d'autres filières agricoles, au moment où nous sommes entourés des pays qui sont enclavés et que nous devrions être un pays de service pour ces pays-là, il est inconcevable que les jeunes soient encore sans emploi. Et ça, nous pensons, nous autres, qu'il revient à l'État de mettre un point d'honneur sur cette question pour en discuter avec les jeunes, aller sur des propositions concrètes, leur proposer des choses concrètes. Je retiens de ce discours d'il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, 2 choses. La première, c'est que c'est le second mandat. Second mandat, donc il n'y a pas un troisième. Donc mandat, le tout dernier. Quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Il n'a pas dit deuxième mandat. La deuxième chose que je retiens, le chef de l'État a parlé de hautement social, qu'il met son mandat sous le signe du hautement social. Je voudrais donc me prononcer sur le hautement social, ce que j'ai trouvé de social réalisé et de social insuffisamment réalisé ou pas du tout réalisé. Il me vient à l'esprit que à un moment donné, les fonctionnaires de l'État avaient été appelés, surtout les enseignants, si mes souvenirs sont bons, les enseignants, à passer par une fourche codine, donc être évalués pour qu'on apprécie un peu leur niveau et peut-être voir ce qu'on peut leur apporter en matière de formation complémentaire. Et certains d'entre eux ont refusé de se prêter à ce jeu-là entre guillemets. Et beaucoup ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. 300 et quelques fonctionnaires enseignants qui n'ont pas cru devoir répondre à cela ont été jugés d'insubordonnés ou d'insubordination vis-à-vis de la parole ou de la demande du premier d'entre nous tous, le chef de l'État, et ils ont été sanctionnés, radiés de la fonction publique. Ceci a duré, si mes souvenirs sont bons, 3 ans. 3 ans de souffrance, de misère dans ces familles-là, papa, maman, enfants. Heureusement qu'à un moment donné, ils ont été rappelés. Est-ce que c'est des conseils que le chef de l'État a pris en compte? Est-ce que c'est son cœur qui a parlé? Je n'en sais rien. Ce que moi je note et je retiens, c'est que
Ces 300 et quelques ont été appelés. J'ai suivi un peu le dossier. Quelques personnes sont mortes, une autre est partie quelque part, etc. En tout cas, à peu près 300 ont répondu favorablement à ce retour et ont été réintégrés. Que de joie et de satisfaction pour les directement concernés. C'est donc du social. Je retiens également dans ce domaine-là que les AME qui n'étaient payés qu'à concurrence de 9 mois sur 12 sont aujourd'hui payés 11 mois sur 12, même si le 12e mois on les occupe par de la formation sans être payés. C'est quelque chose. Ils ont quand même 2 mois en plus qu'ils n'avaient pas avant. C'est donc du social. Il y a également des contractuels qui sont reversés comme fonctionnaires au niveau de la fonction publique. C'est une bonne chose pour eux aussi. Il y a ce que beaucoup avaient applaudi, la revalorisation des salaires. Le SMIC qui a été augmenté, les salaires qui ont été revalorisés, même si ce n'est pas tout à fait très clair au niveau de tout le monde. Beaucoup disent, mais c'est ce qu'on nous a pris par ailleurs, qu'on nous a redonné. N'oubliez pas que certains avantages que les fonctionnaires avaient et qui constituaient un bonus sur leur salaire, ces avantages-là ont été supprimés de façon drastique. Donc, beaucoup d'entre eux ont considéré que c'est ces avantages qu'ils avaient de façon légale qui ont été supprimés, qu'on leur a redonné de l'autre côté. L'un dans l'autre, c'est, disons, du social. Parce que ça touche la vie ordinaire, la vie de tous les jours de ces citoyens-là. C'est bien. Il y a également au niveau de l'école les cantines scolaires. Je crois que ça a continué, ça a été amplifié, c'est beaucoup de milliards. En tout cas, l'unité de mesure monétaire depuis plusieurs années dans notre pays, c'est le milliard. N'est-ce pas? Donc, c'est beaucoup de milliards qui sont investis dans ce domaine-là. Des gens disent que oui, au moins un repas par jour est assuré à des milliers d'enfants de notre pays. C'est une bonne chose. Au moins, s'ils ont ça, ils pourront courageusement et de façon, disons, en sécurité, aller jusqu'à la fin de la journée et apprendre. C'est une bonne chose. Quand on parle du hautement social, il faut aussi considérer le panier de la ménagère. Je ne suis pas sûr que le Bénin aujourd'hui ait fait un progrès sensible pour que beaucoup de gens passent de la misère à la pauvreté. La misère est en deçà de la pauvreté. Le panier de la ménagère est très, très, très fragile. Les revenus, de façon générale, sont très, très faibles. On ne mange pas dans notre pays, les citoyens ne mangent pas à leur faim. C'est vrai que le hautement social, ce n'est pas du Père Noël. Ce n'est pas de la distribution de ressources financières. Non, ce n'est pas ça. Mais quand même, quelque part, le hautement social doit être apprécié dans le quotidien des citoyens. Donc, je ne pense pas que ce soit un véritable succès pour le moment, après 2 ans. Peut-être que les 3 ans qui restent vont permettre au chef de l'État d'accentuer son hautement social pour qu'on puisse davantage l'applaudir. Même si je peux trouver des bémols par rapport au régime actuel. Je me souviens, j'ai été ministre dans des gouvernements de Mathieu Kérékou. Je me rappelle que quand le président Yahi Boni en 2006 prenait le pouvoir, il y avait une grande rencontre. Le président Obasanjo était encore, je crois, en poste où venait de sortir, mais il a été invité à une grande rencontre non loin, enfin, au Bénin. Et le nouveau régime fustigeait le régime précédent en matière de fourniture énergétique. Non, les précédents, les anciens n'ont rien fait. Quand nous serons là, égota, égoti, n'est-ce pas, etc. Bon, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que à peine une goutte de pluie tombe et les compteurs sautent. En tout cas, moi, j'ai vécu ça ces derniers temps. On m'a dit la dernière fois que Saint-Michel est resté 3 jours dans l'obscurité. Bégamé, où je connais des gens, Bégamé est resté à répétition dans l'obscurité plusieurs heures durant. Même moi, même là où je suis, les quartiers que je fréquente fréquemment, c'est dans l'obscurité.
et les appareils ménagers sautent. Donc, à ce niveau, il y a encore beaucoup de problèmes. J'ai appris, ce n'est sûrement pas faux, et ça je le sais, que par rapport à la fourniture d'énergie électrique, il y a la distribution et il y a la production. Au niveau de la production, le chef de l'État a promis dans son discours qu'on est passé déjà au cours du premier quinquennat de 0 à 60% et qu'il promet davantage. Mais le davantage, ce n'est pas au niveau de la production. Si l'énergie électrique est produite et que ce n'est pas distribué à coût, je dirais, léger, disons ça comme ça, eh bien, nous qui sommes les consommateurs, on ne comprendra rien à la production. Donc, il ne suffit pas que ce soit produit. Donc, je crois que le bas blesse au niveau de la distribution. Si au niveau de la distribution, il y a encore des difficultés, c'est l'occasion pour le chef de l'État et les siens de corriger les insuffisances pour qu'on produise davantage sûrement, mais que surtout on distribue mieux, de façon plus équitable, de façon plus juste, pour que les bénéficiaires que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, nous puissions enfin souffler. C'est la même chose par rapport à l'eau. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont, mais ce n'est pas évident que de plus en plus de Béninois aient de l'eau potable. Ce n'est pas évident du tout. Donc, je crois pas. Je soutiens qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens. Est-ce que le fait de sortir le ministre en charge de l'un des secteurs, l'énergie notamment, la dernière fois, est un signal de reconnaissance des insuffisances dont j'ai parlé tout à l'heure? Je n'en sais rien. Mais l'un dans l'autre, c'est le gouvernement qui est jugé. Et au nom du gouvernement, à la tête du gouvernement, c'est le chef de l'État. Donc c'est lui qui doit prendre en compte les insuffisances actuelles et les corriger si c'est encore possible. Le problème de la sécurité est devenu un problème majeur, un problème national, un véritable défi. Le pays est divisé. Le Grand Nord est au rouge. Grand Nord, côté Est, côté Ouest, côté Pointe Nord. Et c'est un défi majeur. Je salue les forces de l'ordre et de la sécurité qui font beaucoup de travail. Je salue le chef de l'État qui a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements dans les équipements, dans le matériel, dans la formation sûrement, dans les renseignements probablement. Mais c'est un défi qui dépasse les forces nationales. Et il faut absolument une mutualisation des forces au niveau des forces, des intelligences au niveau de la sous-région, de façon indépendante, de façon autonome, de façon responsable, pour que ce défi majeur soit relevé. C'est un problème capital. Il y a également, au niveau de l'école et au niveau de la santé, des insuffisances majeures. J'ai souri lorsque j'ai lu dans le discours du chef de l'État que c'est enfin, à la fin de son premier mandat, qu'il a pris conscience que l'enseignement technique et la formation professionnelle constituent un volet majeur, un secteur majeur de l'enseignement ou de l'éducation nationale sur lequel il veut désormais mettre l'accent. Mais je voudrais simplement rappeler à tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et au chef de l'État aussi en particulier, que c'est depuis les années 2000, si mes souvenirs sont bons, 1999 probablement, sous Mathieu Kérékou, oui. Non, Kérékou est revenu en 2001. Donc c'est autour de ces années-là que le ministère de l'Éducation nationale a été scindé en 3 secteurs. Enseignement supérieur, enseignement technique et formation professionnelle et enseignement primaire. Alors si les prédécesseurs du président Talon avaient déjà vu ça, pourquoi avoir perdu 5 ans, de 2016 à 2021, à ne pas considérer que c'est le secteur qui porte le développement du pays? Je suis satisfait qu'il ait enfin déclaré ça, mais quand il parle d'une centaine d'établissements, enseignement technique, formation, école de métier, etc., est-ce qu'il y a une étude qui montre qu'on a besoin, dans le Bénin d'aujourd'hui, de construire 100 infrastructures de cette nature-là? Je n'en sais rien. S'il y a des études, pourquoi pas? S'il n'y en a pas, normalement, ça doit se faire progressivement, parce que c'est un monde mouvant. L'effectif scolaire, ça bouge tous les ans. Et on doit adapter les solutions aux besoins. Au niveau de la santé, là encore, il y a beaucoup de problèmes.
C'est des secteurs que le chef de l'État n'avait pas sérieusement pris en compte, malgré les chiffres qu'il nous donne. Notre plateau technique ou nos différents plateaux techniques dans les différentes formations sanitaires ne sont pas encore au point. Quand on ne met pas l'accent sur l'humain, les deux volets, formation et santé, on ne construit pas un vrai développement. Et le chef de l'État a trop mis l'accent sur le matériel, sur les finances. C'est vrai que c'est un libéral. Et vous savez que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le libéralisme sauvage, inhumain. Je préfère le libéralisme humain. Les ressources financières sont importantes, mais au service d'abord et avant tout de l'humain. Et c'est l'humain qui construit le développement. Donc, oui, il y a encore beaucoup de défis à relever. Je prie le chef de l'État d'avoir le courage nécessaire pour affronter les 3 ans qui restent, pour que les signes annonciateurs de malaise, qu'il puisse les maîtriser rapidement pour que le Bénin ne tombe pas dans un chaos. Mais je sais qu'il est suffisamment intelligent, suffisamment courageux pour affronter les défis de fin de règne. C'est bien de faire une rétrospection pour voir le jour de sa prestation de serment, ce que le président Talon a eu à dire lors de son investiture. Et là, à ce mandat, il va montrer aux Béninois combien de fois il s'occupe des populations, de leur quotidien. Le jour-là, il a parlé que ce mandat est placé sous le signe d'une action sociale que nous allons hautement apprécier. C'est vrai, il est bon que nous jetons un coup d'œil en arrière pour voir, lors de son premier mandat, ce qui a été fait au moment où il parlait de hautement social. C'est qu'il a eu l'honnêteté d'apprécier que le premier mandat n'a pas été trop social et que cette fois-ci, il va faire mieux en matière du quotidien, de l'existence quotidienne des populations béninoises. Et il s'est attelé à ça. Quand on sait que dans ce Bénin, où il était facile de devenir riche sans rien, nous sommes dans un pays pas de gain facile, où il fallait lutter contre la corruption, tellement l'évasion fiscale était telle que il fallait boucher les trous. Il fallait arrêter la saignée. Parce que si on doit faire du social, il faut faire ça avec de l'argent. Alors que les sous étaient déposés dans des poches des individus qui doivent travailler pour renflouer les caisses de l'État. À cela, il fallait arrêter la CI. Et il a pris son premier mandat pour faire ça. La lutte contre la corruption, les contrôles individuels des fonctionnaires, des bourses, de l'armée, partout. On a essayé le gouvernement a essayé de boucher les trous. Et maintenant, quand il disait le mandat sera placé sous un signe hautement social, on a compris qu'effectivement, le peuple a souffert et que maintenant, il va desserrer. Il a eu à dire que nous devons serrer les ceintures. Il a été honnête. Et que maintenant, les ceintures doivent être desserrées. Et nous l'avons vu. À son arrivée, qu'est-ce qui a été fait? Le SMIC qui était à 42 000 depuis des décennies est remonté à 52 000. Il faut voir le pourcentage ajouté. Même les retraités que nous sommes, nous avons vu notre pension s'améliorer. Est-ce que vous devez reconnaître dans hautement social ce qu'il a fait? Il a essayé
de planifier les grilles salariales, d'aplanir. Parce que on n'est pas sans savoir que le riche et le pauvre vont dans le même marché. La tomate n'est pas vendue d'une manière tenant compte de votre possibilité sociale, de votre bourse. On vend à tout le monde au même prix. Voilà que nous travaillons, nous ne gagnons pas les mêmes salaires. Si bien que quand il s'agirait de revoir les salaires, les grilles salariales, il a fait une planification. Puis il s'agira de boucher le fossé entre le riche et le pauvre. Quand l'autre est trop riche, l'autre trop... Ce n'est pas une société. Il faut une société où on met d'égalité. Donc il a essayé de faire les salaires. D'autres ont vu leur salaire monter de 25 000, quand d'autres 3 000. Ceux qui gagnaient beaucoup ont gagné moins, ceux qui gagnaient moins ont gagné beaucoup. Quand il a essayé de le faire, tout le monde était d'accord, tout le monde était content que ça, il a dit, il a fait. Et en dehors de ça, les syndicats, les mouvements syndicaux, quand vous voyez, si nous prenons secteur par secteur pour voir ce qu'il a fait dans le hautement social, ce n'est pas seulement les grilles salariales. Aujourd'hui, combien d'élèves vont régulièrement, combien d'écoliers vont régulièrement? Il suffit de remonter aux statistiques pour voir. Avant ça, avant qu'on ne commence à donner à manger aux enfants à l'école, combien fréquentaient réellement? Aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Regardez aussi, quand on a commencé par stabiliser, par sédentariser les éleveurs, déjà, ça ne fait même pas un an. Il faut voir ce qui se passe. Ça veut dire que les enfants sont stables et iront à l'école. Ça, nous allons réduire le taux de la dispersion scolaire. Ça veut dire que les Béninois seront aptes demain pour la vraie démocratie. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Et l'ignorance vient d'où? De la non-scolarisation. Aujourd'hui, tout le monde, ce qu'on fait dans le secteur de l'éducation en matière de social, c'est énorme. Et c'est un secteur bien étudié. C'est un secteur qui porte l'éducation de ceux-là qui vont prendre la relève de demain. Ils ont besoin d'être éduqués. Donc, on met beaucoup d'énergie dans ce secteur. On met beaucoup de social dans ce secteur. Si nous allons à d'autres secteurs, puis je dis, nous pouvons faire études, on ne finira pas. On peut aller jusqu'au soir. Donc, je dois aller plus vite pour que, en un temps record, je puisse développer mes idées. Puis je vais aller à d'autres secteurs. Disons le secteur de la santé. Qui va me dire qu'il n'y a pas d'amélioration? Le gouvernement sait que le président Talon, qui a eu à parler il y a 2 ans, il faut voir ce qu'il a fait au niveau de la santé. C'est du social. Aujourd'hui, vous ne verrez pas celui qui a été aide-soignant, ouvrir un cabinet de gynécologie ou bien de je ne sais quoi. Tout cela était permis il y a quelque temps. La vente des médicaments, tout est organisé, structuré. L'ouverture des cliniques, l'intervention médicale, tout est étudié. Tout ça là, vous mettez ça où? C'est dans du social. Donc ce qu'il fait pour le quotidien des Béninois que nous sommes, c'est tellement énorme que nous devons savoir que en 2 ans sur 5, ce qui a été fait, c'est appréciable. Et si on continue dans ce lancer, je crois que à la fin de son mandat, nous pouvons faire un vrai bilan, un bilan positif parce qu'il a tenu à sa parole. Moi, j'estime qu'il a tenu à sa parole parce qu'il a pris en considération l'être humain. Aucun développement ne pourra être fait dans ce pays si on ne prend pas en compte l'homme qui est en même temps l'alpha et l'oméga du développement d'un pays. Sans les humains, nous serons quoi? Les maisons seront quoi? Donc, il ne s'agira pas seulement de bâtir les routes, de rendre notre vie, notre quotidien attrayant. Il faut en tenir compte de la santé des populations, de leur éducation. C'est là où il a fait du social vrai. Moi, je laisse en dehors les bâtis.
Et maintenant, le domaine de l'emploi. Si on fait les statistiques, il y a combien de jeunes qui cherchaient emploi il y a 10 ans, avant qu'ils n'arrivent? Aujourd'hui, ils sont combien? Les écoles qu'on créait, parce qu'on a besoin d'argent, on crée l'école. Tout ça a été structuré. Donc si nous regardons seulement le domaine de l'éducation et de la santé, nous pouvons apprécier ce que le président a fait. Et maintenant, là, malgré l'inflation galopante, qui n'épargne aucun pays, vous voyez, ce qu'il a dit est intervenu en heurtant une inflation qui naissait donc dans un paysage inflationniste. Pour faire du social, c'est très très difficile. Ouais, la lutte qu'on a fait contre les commerçants véreux, il a fallu que le gouvernement commence à fermer des boutiques dans ce pays pour que cela s'estompe. Ça n'a pas été facile. Donc le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Sinon, tout l'effort fourni dans le cadre du social serait anéanti, serait annihilé par les commerçants véreux qui ne font que recourir vers des gains faciles. Et ce serait dommageable qu'ils ne recourent que devant des profits énormes. Donc on doit limiter leurs profits. Un État responsable doit savoir apprécier tout ça et mettre chacun à sa place. Les commerçants ne sont pas là pour affamer les populations que nous sommes. C'est pourquoi moi je salue par ici les défenseurs des consommateurs. Donc c'est une très très bonne chose. J'aurais voulu que le redressement social dont parle le chef d'État, qu'il soit compris de tous et qu'il soit accompagné. C'est à nous d'accompagner. Il ne peut pas tout comprendre, il ne peut pas tout voir. C'est à nous de l'aider. Les problèmes que nous sommes, nous les bénéficiaires, nous devons l'aider à aller plus en avant. Et pour que, à la fin de ce mandat, cela soit bien apprécié. Il a dit, et il le fait davantage. Si on met beaucoup d'argent dans les caisses, puisque les gens ont débat le fait qu'il y a une pression fiscale, ceci, cela. Moi, j'aime parler, répondre à des gens sur des situations qui impliquent notre devenir, notre vie économique. Mais la pression fiscale, qui sont ces sociétés qui subissent les pressions fiscales? Si ces sociétés payaient bien avant, si on ne fait pas invasion fiscale, je vous jure, ce qu'on leur prend. J'ai été député, je sais comment le budget national est élaboré. C'est la part réservée. Déjà, à partir de là, il y a des concessions qui sont faites pour les entrepreneurs. Donc, ça veut dire que chacun a eu sa part du redressement social dont on parle. Et les consommateurs, et les producteurs, les commerçants, tous les agents économiques, tous les acteurs de la vie économique de notre pays, ils ont eu leur part du redressement social, même les retraités. Donc, jusqu'aux petits-enfants, quand on dit aujourd'hui du CI en terminale, les filles seront complètement exonérées des frais scolaires. C'est du redressement social. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Je dis secteur éducatif, secteur sanitaire, il y a eu du redressement social. Les salaires, tout ça là. Donc, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir. Sinon, moi, j'aurais voulu que nous sommes dans un contexte de démocratie. Et nous devons, quand bien même, nous sommes là, à la quête de prendre le pouvoir, nous devons savoir apprécier à sa juste valeur ce que celui qui est au pouvoir fait. Et si ça ne va pas, attirer l'attention avec des moyens constructifs. On peut corriger. Le Bénin nous appartient à nous tous. Si nous regardons autour de nous, ce qui se passe aujourd'hui, l'ennemi commun c'est où? C'est les agressions. Par-ci, par-là, c'est le djihadisme qui est à notre porte. L'ennemi commun que nous avons aujourd'hui, c'est le djihadisme. Nous devons nous réconcilier rapidement entre nous-mêmes et porter notre pays. Le seul pays que nous aurons à défendre, c'est le Bénin. Le Bénin à nous tous. Nous allons laisser le pays aux mains des djihadistes. Jamais. Donc nous devons. Ce qui se passe
autour de nous, les coups d'État, ceci, cela. Il y a eu trop d'agitation, trop de mutations sociales, trop de mutations sociales autour de nous. Et c'est bien que ça devait nous faire réfléchir pour savoir, attention, notre orientation, n'allons pas perdre de vue. Tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être. Chômage, réduction du chômage des jeunes, organiser le secteur sanitaire, le secteur de l'éducation, assurer à chaque Béninois son bol de la pâte de maïs. Si un président peut assurer à chaque Béninois ne serait-ce qu'un seul repas par jour, ce serait merveilleux. En quoi faisant? Il ne s'agira pas de distribuer des repas, c'est d'organiser bien le secteur agricole. Ce qui se fait déjà. Quand vous voulez, on envoie les jeunes au champ. Au champ, ça veut dire à la production agricole. Ça se vend toujours. Regarde le Nigeria à côté. Dis-moi, est-ce qu'on a mené de poulet au marché resté invendu dans notre pays? Ça veut dire si vous produisez, vous allez vendre. L'argent est là, ça vous attend. Donc il faut être fainéant pour ne pas... Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, non. Ce n'est pas vrai. Nous devons savoir nous organiser, nous orienter dans nos cursus scolaires désormais, parce que le marché est là. Il ne s'agira pas de venir travailler ici au Bénin, dans le secteur du pétrole, alors que le Bénin n'a pas une goutte de pétrole, et tu diras, je suis en chômage. Non, tu t'es mal orienté. Donc, la formation doit être en adéquation avec le marché du travail. Et là, le Bénin serait sauvé. Tu dois améliorer quelque chose. Le levier numéro 1, ça se fait déjà. Quand on produit, il faut transformer. Ce qui a retardé l'Afrique tout le temps, c'est la non-transformation des productions. Nous ne sommes que les fournisseurs des produits, des minéraux et des matières premières agricoles pour les industries européennes. Quand est-ce que ça va cesser? Le jour où ça cessera, l'Afrique serait grandie. Le Bénin a commencé déjà, quand vous allez à Glo, voir ce qui est créé là-bas pour la transformation, ne serait-ce que 2 secteurs, le coton et noix de l'anacarde. Si déjà nous transformons ça, il faut voir combien de jeunes on a mis au travail. C'est énorme. Donc le secteur sur lequel nous devons focaliser l'attention demain pour le développement du Bénin, c'est le secteur industriel, le secteur de transformation. Nous devons aller là-bas pour retenir la main-d'œuvre abondante. Mettez les jeunes au travail. Pas le secteur. Le secteur agricole, on en a eu à faire pendant tout le temps. Le secteur commercial, n'en parlons pas. Donc il ne reste que le secteur vierge aujourd'hui, c'est le secteur industriel. Donc si le gouvernement s'attaque désormais au secteur industriel, je crois qu'on peut s'en sortir. Et j'aimerais attirer l'attention du gouvernement sur un fait. Le Bénin connaîtra réellement son développement si nous développons 2 choses. Le secteur ferroviaire, je ne sais pas ce que c'est devenu. C'est un secteur incontournable dans le développement d'un pays. Surtout que nous sommes une terre de transit. Si jamais on développe, un seul État ne pourra pas faire face. Ça veut dire la communauté, le conseil de l'entente ou bien la communauté, disons lui et moi, pour desservir de Cotonou, on peut aller à Abidjan en passant par le Niger, le Burkina, le Mali, pour être à Abidjan ou bien à Dakar. On relie les pays par les chemins de fer. Ce serait salutaire. Au Nigeria, aujourd'hui, on fabrique des wagons. Donc nous devons savoir améliorer la coopération internationale de sorte que le Bénin soit doté d'un réseau ferroviaire pour transporter les bagages lourds. Et maintenant, le second secteur, il est temps, si on peut avoir au Bénin une raffinerie. Le Bénin ne va plus acheter de carburant raffiné. On achète du carburant brut et on transforme. Ce qui sort de la transformation, c'est beaucoup. Et on mettra beaucoup. Si quelqu'un peut nous faire les chemins de fer, une raffinerie,
Je crois que c'est ce qui nous manque. Le président Talon a pris des engagements relativement inattendus par rapport à l'industrialisation. Il avait annoncé lors de sa prestation de serment que le Bénin voudrait avoir une action plus résolue, voire plus volontariste en matière d'industrialisation et d'investissement et productif. On semble en prendre le chemin, notamment avec la zone industrielle de Glodjigbe, où un certain nombre d'industries, d'usines sont en train de fleurir et où des investissements massifs sont en cours et donnent à penser qu'il y a là une volonté profonde de réarmer industriellement le Bénin, en cas de travailler à donner plus de valeur à nos productions primaires et surtout de créer davantage d'emplois et de richesses. On peut, au plan politique, noter une forme d'apaisement, une forme de retour progressif à la concorde, à la sérénité. Cela s'est traduit par plusieurs rencontres avec les anciens chefs d'État avec lesquels il était à couteau tiré. Et plus précisément au plan politique, cela s'est traduit par l'entrée au Parlement cette année, au début de cette année, du parti Les Démocrates qui se réclamait de la plus grande radicalité au niveau de l'opposition. L'engagement qui vient premier à l'esprit, c'est celui de faire de son mandat, de ce second mandat, un mandat hautement social. Et si en décembre dernier, lors du discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a donné l'impression de tenir ses engagements à travers les augmentations de salaire annoncées, on note quand même une relative insatisfaction dans l'opinion publique par rapport à ce point. Il semble même que la demande soit éternelle ou alors ou qu'il y ait une incompréhension totale de la notion de social dans le pays. Et de ce point de vue, j'ai peur que le gouvernement du président Talon n'ait pas réellement réussi à transmettre à l'opinion publique, en tout cas à communiquer, l'idée qu'on devrait se faire de son engagement social, de son action en faveur d'un mieux-être général. Le bilan est plutôt positif, encourageant, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. La première d'entre elles est révélée par la question de l'insécurité qui a commencé à se préciser à la veille de l'élection présidentielle. Je crois, si je ne m'abuse, que les premières attaques tangibles datent de décembre ou novembre 2021. Peu importe, mais à observer le comportement des forces de défense et de sécurité du Bénin, on peut penser que le gouvernement du président Talon a pris la mesure du défi et s'attelle de toute évidence à y apporter une réponse multiforme qui ne soit pas uniquement sécuritaire, mais touche aux questions de bien-être, aux questions qui font le terreau du terrorisme lui-même. Et j'ose croire que sur cette question de l'extrémisme violent dans notre pays, le gouvernement du président Talon, qui n'y était pas autrement préparé, saura entraîner l'ensemble des Béninois dans la coproduction de la sécurité. Et surtout, saura développer, sinon entretenir les meilleures relations possibles avec nos voisins, parce qu'il n'est pas possible de mener efficacement cette lutte contre le terrorisme si on ne prend pas en compte la dimension
transfrontalière de cette criminalité. Et donc s'il n'y a pas des accords de poursuite, s'il n'y a pas une meilleure intégration sécuritaire allant jusqu'au renseignement, jusqu'au partage de renseignements avec les voisins, nos efforts seraient vains. Donc j'ose croire que non seulement sur le plan sécuritaire, le reste du mandat sera consacré au développement, à la stabilisation des relations avec nos voisins, et que sur le plan économique, avec le grand voisin du Nigeria, nous trouverons le modus vivendi qui nous permet de renouer avec davantage de concorde et de prospérité. Au demeurant, ce mandat s'en va vers sa fin, il est déjà à sa moitié, et évidemment se pose la question de la succession du président Talon qui en est à son dernier mandat. Quelle va être son inclination? Comment va-t-il ordonner cette marche vers la fin? Nul ne le sait trop. Il y a de temps à autre des soubresauts, des signes qui donnent à penser que tantôt il a la main ou bien qu'il serait en train de la perdre. Mais bien malin serait qui pourrait prévoir exactement ce que seront les élections générales de 2026 auxquelles, au fond, il faut pouvoir concourir l'essentiel des efforts, le maximum d'efforts pour que ce soit une réforme aboutie pour parachever, en tout cas, tout ce que le président Talon a voulu de toutes ses forces par rapport à la réforme du système partisan. Je le disais un peu en filigrane, c'est en partie le combat de la concorde. Et on ne peut pas se satisfaire d'avoir un pays divisé contre lui-même à l'heure où certains défis nous sont lancés aux frontières de notre pays. Donc il va falloir d'une manière ou d'une autre que le Bénin s'installe vraiment comme une démocratie apaisée, où le dialogue politique ait ses lettres de noblesse et droits de cité, et où les mesures de confiance soient suffisamment importantes pour banaliser le jeu, la compétition politique d'un côté. Parce qu'au fond, il y a une trop grande surdétermination du politique dans notre vivre ensemble. Mais ça suppose, en filigrane, qu'on trouve le moyen de la réconciliation qui ne va pas sans la justice, sans la vérité sur ce qui divise par rapport aux exilés, par rapport à ceux qui sont en prison, alors qu'ils ont des ambitions politiques. Donc ça, c'est un défi particulier pour le président de la République, mais la paix ne se fait pas seule. Donc il sera important qu'il soit accompagné le moment venu, qu'il soit encouragé vers l'apaisement, qu'il ne soit pas du tout compromission, qu'il ne soit pas non plus laxisme. La justice doit avoir un sens. Et quand on est en faute, quand on a pris des libertés par rapport à la République, il faut également pouvoir le reconnaître, faire amende honorable. Il y a divers moyens, il y a moult moyens de travailler, d'organiser la réconciliation d'un pays. Deuxième défi, il est aussi lié à l'œuvre du président Talon, qui ne peut pas se satisfaire de voir sa suite se dérouler en eau de boudin. Donc fatalement, il sera attentif à sa succession, et reste à savoir comment est-ce qu'il pourra apporter une inclination décisive ou non à la dite succession. Celui qui va le succéder proviendra-t-il de son camp, ou finalement viendra-t-il d'une alternance politique, viendra-t-il de l'opposition, pour tout dire. Et donc il ne peut pas être indifférent à ce qui viendra après lui. Mais ce qui vient après lui suppose une organisation
sans faille des prochaines élections générales une organisation où à la fois il soit un facilitateur et en même temps quelqu'un quand même d'intéressé par son issue pacifique, mais probablement son issue en faveur de son camp. Enfin, lui-même le disait, son vœu le plus cher est de pouvoir être porté en triomphe à la fin de son mandat par rapport à ce qu'il aura apporté de substantiel à l'évolution de notre pays, d'être porté en triomphe par rapport à la voie qu'il aura montrée. Et peut-être que de ce point de vue, le président Talon a encore quelques efforts à faire pour faire mieux comprendre sa méthode et pour convaincre encore mieux que les réformes qu'il prône, les actions qu'il a menées, les derniers secteurs où il entend imprimer sa marque ont besoin également d'une large adhésion. Il ne peut pas mener au pas de charge, il ne peut pas mener sans un effort de communication, sans un effort d'entraînement, la majorité des Béninois. Donc il lui reste à inventer cette pédagogie qui fasse accepter ce qu'il prône.